Que penses-tu de cet immeuble ? Pas très joli, n'est-ce pas ? Et pourtant, il est classé au patrimoine de l'UNESCO depuis 2016. Cet immeuble, c'est la cité radieuse de l'architecte suisse naturalisé français, Le Corbusier. Et il appartient au courant architectural du brutalisme. Peut-être que tu as entendu parler de ce terme récemment, car le film The Brutalist a été récompensé aux Oscars avec 10 nominations et 3 prix. Meilleur acteur, meilleure photographie et meilleure musique. Longtemps considéré comme froid, gris, inhumain, le brutalisme était en réalité un projet utopique. Et aujourd'hui, il revient sur le devant de la scène. Il devient le décor de défilés de mode, de clips musicaux et même le sujet principal d'un film nommé aux Oscars. Mais d'où vient le brutalisme ? Comment a-t-il évolué ? Et pourquoi est-il en train d'être redécouvert aujourd'hui ? Découvrir ce mouvement architectural est essentiel pour toi qui apprends le français, non seulement parce que tu enrichiras ton vocabulaire avec de nombreux termes nouveaux et thématiques, mais aussi parce que le brutalisme a laissé une empreinte significative en France de l'après-guerre jusqu'à nos jours. Ce courant architectural a donné naissance à des monuments emblématiques qui font partie aujourd'hui du patrimoine culturel français, comme la Cité radieuse de Marseille. Cette structure est le 3e monument le plus visité de la ville, non seulement pour sa valeur architecturale, mais aussi pour sa signification sociale. Apprendre le français ne se résume pas uniquement à assimiler de nouveaux mots, mais aussi à comprendre la culture, ses références et les habitudes de ceux qui la parlent. Le déclin du brutalisme dans les années 80 reflète aussi les transformations sociales et urbaines de la France. En particulier, la réalité complexe des banlieues, l'un des aspects les plus sensibles du débat sur l'inclusion dans le pays. Le but de cette vidéo est aussi de mieux comprendre le contexte social et culturel de la France, te permettant de saisir des nuances qui vont bien au-delà de la simple grammaire. Ciao, io sono Francesca e insieme a Mael insegno il francese agli italiani e alle italiane come te in modo utile e interessante. Approfittiamo quindi della vittoria agli Oscar di The Brutalist per parlare della Francia e magari imparare qualcosa di più, non solo sulla lingua ma anche sulla cultura francese. Non ti preoccupare se non capisci tutto, ti ho preparato la trascrizione del video in una scheda in cui trovi anche les paroles chiave con la loro traduzione in italiano. Allez, c'est parti. En France, à la fin des années 40, l'ampleur des destructions causées par la Seconde Guerre mondiale, le baby-boom et la main-d'œuvre sous-payée venant d'Afrique, notamment d'Algérie, et vivant alors dans des bidonvilles insalubres, ont conduit à une crise du logement. Encouragés par le plan Marshall, les pays européens ont urgence de reconstruire les villes le plus rapidement possible et à moindre coût. Les architectes optent donc pour l'usage massif et fonctionnel du béton brut. Une esthétique épurée, modeste et sans prétention. En France, le ministre de l'urbanisme de l'époque, Raoul Dautry, fait alors appel, entre autres, à l'architecte Le Corbusier, déjà connu pour ses projets et ses idées novatrices pour l'époque. Si beaucoup de ces idées innovantes étaient jusqu'alors restées sur le papier, une première occasion de les réaliser se concrétisa officiellement dans la région de Marseille, non loin du port, qui avait subi d'importants dégâts en raison des bombardements du récent conflit. Et c'est précisément en employant le terme du béton brut que Le Corbusier est à l'origine d'un nouveau terme qui rencontrera un grand succès, le brutalisme. En effet, ce terme provient de ce matériau et non de la brutalité de la mise en œuvre. Le Corbusier popularise le terme brutalisme avec son unité d'habitation de la Cité radieuse, ainsi nommée parce que Le Corbusier considérait le soleil, la lumière
un matériau fondamental pour un architecte. Et il fait de la recherche de la luminosité une de ses priorités. Construite entre 1947 et 1952, cette structure de 18 étages pouvait loger entre 1500 et 1600 personnes. C'est beaucoup, hein? Son objectif? Créer une nouvelle forme de communauté qui ne soit plus divisée par les barrières sociales et les différences économiques, mais qui soit inclusive et collective, où tout le monde pouvait cohabiter dans un environnement égalitaire et fonctionnel. Ce n'est pas qu'un simple immeuble, c'est un véritable village vertical, une ville dans une ville. Le brutalisme est en effet plus qu'un simple mouvement architectural. C'était un état d'esprit partagé par les architectes dont les principes s'inscrivaient dans les profonds changements sociaux de l'époque. Ce courant incarnait l'utopie d'une nouvelle urbanisation, d'un progrès social. Avant la guerre, l'architecture était décorative, extravagante, élitiste. Mais après la Seconde Guerre mondiale, après l'Holocauste, après les bombes nucléaires, continuer ce style décoratif et élitiste semblait ignorer la réalité. Ce qui s'était passé. Pour beaucoup, le brutalisme constituait une approche à l'architecture plus honnête, plus humble, plus égalitaire. Une réponse au brutalisme de la guerre. Du point de vue intérieur, Le Corbusier avait conçu les appartements en s'appuyant entièrement sur le moduleur, un système de mesure basé sur le corps humain. Rejetant l'architecture plus traditionnelle qui concevait les appartements comme une simple juxtaposition de pièces, il arrive à une nouvelle conception des espaces, parfois ouverts et libres pour stimuler la cohabitation, les moments de convivialité, ou des zones plus discrètes, à usage individuel, où l'utilisateur peut s'isoler de manière privée. Le Corbusier propose un type de logement qui ne segmente plus les différentes classes sociales, un style de vie plus ou moins privilégié, contrairement aux immeubles parisiens par exemple, dotés de chambres de bonne pour le personnel et des escaliers de service. Tout le monde est égal, tout le monde a accès à l'eau courante, au gaz, à l'électricité, en d'autres termes à ce que nous appelons le confort moderne, mais qui, à l'époque, était totalement inédit. Ça se faisait pas. C'était une manière aussi, selon lui, de libérer la femme de tâches ménagères, de tâches domestiques. Les avantages les plus clairs, c'est libérer la femme, la maîtresse de maison, des contraintes domestiques qui sont un véritable esclavage et qui peuvent être facilitées par l'organisation des services communs, tels que les ravitaillements dans la maison elle-même, par coopérative, la médecine préventive et le dispensaire, la culture physique réalisée dans cette unité d'habitation. Les cuisines sont ouvertes et pouvaient donc permettre à la femme de participer aux conversations avec la famille, avec ses invités. Et en plus, elle pouvait commander de la nourriture, par exemple, dans les commerces de l'immeuble ou au resto et la récupérer dans sa boîte aux lettres en rentrant du travail. On peut dire que Le Corbusier a inventé Uber Eats. Du point de vue extérieur, la cité radieuse est soutenue par des pilotis, des colonnes, qui laissent de l'espace sous l'immeuble, sous le bâtiment, pour des espaces verts, pour des parkings, éliminant définitivement la présence de logements pénalisés par l'obscurité et l'humidité provenant de l'emplacement au rez-de-chaussée. En plus des appartements, l'idée c'était d'intégrer tous les services nécessaires en un seul lieu, créant une sorte de microcosme autonome. Des magasins, une école, une piscine, un restaurant, une piste d'athlétisme et même un cinéma. Tout conçu pour favoriser l'interaction sociale entre les résidents et créer une nouvelle manière de vivre ensemble plus juste et plus collective. D'autres cités radieuses ont été ensuite construites à Rezé, à Briey, à Firminy et à Berlin en 1957. Mais dès sa création, le brutalisme divise. Regarde ce qu'il dit Dali sur Le Corbusier. C'est un des plus mauvais architectes qui n'a jamais existé
au monde. La cité radieuse, par exemple, est surnommée par les Marseillais la maison du fada, la maison du fou. La maison du fada. Car ses dimensions, 135 mètres de longueur, 24 mètres de profondeur et 56 mètres de hauteur, et ses concepts et ses idées sont jugés délirants. Le mot vient du provençal fada, qui vient de l'occitan fat, qui signifie littéralement touché par les faits. Donc, à l'origine, il désignait une personne simple, une personne inoffensive, qui regarde le monde avec les yeux d'un enfant. Et par la suite, il a été utilisé pour désigner une personne un peu folle. D'ailleurs, ce terme était devenu connu en dehors de la région de Marseille grâce aux livres et aux films de Marcel Pagnol. Un joli mot provençal, fada. Fada, oui, ça veut dire qu'il a reçu le rayon des fées. Que les fées lui ont tapé sur la tête. Déjà à l'époque, les bâtiments brutalistes étaient considérés comme froids, austères, esthétiquement laids, imposants. Et on s'est rendu compte dans les années suivantes que les façades en béton ne vieillissaient pas bien, se détérioraient rapidement, ajoutant une couche supplémentaire de négativité à l'image du mouvement. Dans les années 80, certains immeubles brutalistes ont été détruits, notamment en Angleterre, où David Cameron les qualifie de cadeaux aux criminels et aux trafiquants de drogue. En France, les cités brutalistes, construites en banlieue, deviennent des zones de relégation mal conçues, coupées du centre-ville, mal connectées et marquées par la pauvreté et la délinquance. Sarkozy lui-même parle de nettoyer la banlieue au Karcher. Le terme nettoyer au Karcher est un terme qui s'impose. Le Karcher, c'est un nettoyeur haute pression, vraiment nettoyage profond. Malgré toutes ces bonnes intentions, ces espaces de vie ne remplissent pas leur mission. Ils ne permettent aucune mixité ou une réelle évolution sociale. Ils incarnent un échec à la fois architectural et social, relevant les limites de l'intégration des minorités. Relégués dans ces ensembles mal conçus, les populations les plus défavorisées se retrouvent prisonnières d'un environnement marqué par la pauvreté et la drogue, où l'intérieur représente un sentiment d'appartenance, tandis que l'extérieur symbolise l'exclusion. Peu à peu, le style brutaliste s'est vu associé aux classes les plus modestes. L'utopie architecturale s'est transformée en dystopie sociale. Et pourtant, la cité radieuse est classée aujourd'hui au patrimoine de l'UNESCO. Longtemps méprisé, le brutalisme est désormais apprécié aujourd'hui des intellectuels et des artistes. Il est omniprésent dans la pop culture. Ces structures brutalistes n'incarnent plus le rêve utopique, autrefois prometteur du progressisme social. À l'inverse, elle donne vie à des scénarios dystopiques et futuristes. Des films comme Hunger Games a été tourné à Les Étoiles sur Ivry-sur-Seine, à Les Espaces d'Abraxas à Noisy-le-Grand. Et avant cela, il y avait déjà un intérêt pour ces lieux dans Orange Mécanique, par exemple, le roman culte de l'écrivain écossais Irving Welsh, publié en 1993, se déroule à le Banana Flats. C'est exactement là, dans le quartier de Leith, à Edinburgh, que l'auteur situe son histoire entre chômage, trafic en tout genre et l'addiction à la drogue, à l'héroïne. De nombreux clips musicaux utilisent aussi ces bâtiments au style graphique et brutal. Les tours nuages de Nanterre, par exemple, servent de décor à la chanson de Flavien Berger intitulée carrément Brutalisme, ainsi que le clip du réalisateur Romain Gavras, tourné dans le quartier de la ville de Lingping. Dans la vidéo, on aperçoit des monuments parisiens, comme la Tour Eiffel, juxtaposés à d'immenses blocs de béton, créant une mise en scène à la fois surréaliste et oppressante. Romain Gavras est aussi le réalisateur du film Choc Athéna, tourné à Ivry, dans lequel il explore les tensions sociales et l'esthétique brute des banlieues. La mode s'empare aussi
Chanel a organisé un défilé sur le toit de la Cité radieuse l'année dernière. Et Gosha Rubchinski met en avant les cités brutalistes russes. Mais pourquoi ce regain d'intérêt? Peut-être parce que le brutalisme, avec sa solidité et sa simplicité, rassure dans un monde chaotique, comme l'explique Brad Dunning, expert en architecture brutaliste. Ou encore Alexandre Leng qui dit: ma théorie pour expliquer pourquoi nous aimons l'architecture en béton aujourd'hui est simple, c'est parce qu'elle a du corps. Alors même que nous consommons du design en pixels, nous aspirons à trouver des espaces où nous pouvons sentir le poids du monde. Ou alors peut-être qu'on a aussi envie de sortir de la perfection, de la photogénie du centre-ville pour se réfugier dans des espaces plus vrais, plus vivants, plus honnêtes. Peut-être que le brutalisme trahit aussi une envie de nostalgie proche à nous, d'une utopie qui aurait pu se réaliser, non seulement à un niveau privé, mais aussi public, car nombreux monuments brutalistes sont en fait des sièges de gouvernement, des institutions publiques importantes, telles que des commissariats, des universités, des bureaux fédéraux, des monuments qui représentent une vision idéaliste de ce dont le gouvernement pourrait et devrait être responsable. Surtout dans un monde où le conservatisme avance à une vitesse inquiétante. Il n'est pas surprenant que Trump déteste le brutalisme et considère par exemple le J. Edgar Hoover Building comme l'un des bâtiments les plus laids de la ville. Pour des conservateurs comme Trump, ces architectures sont perçues comme une déviance des traditions occidentales. N'oublions pas non plus que le brutalisme a été largement utilisé dans les pays soviétiques. Et dans le film The Brutalist, cette lutte entre une vision extrêmement capitaliste, une soif de possession, de croissance, de succès et d'argent, et la volonté de poursuivre une idée sans compromis de la part du protagoniste du film, de l'architecte Laszlo Toth, est bien représenté. Le brutalisme continue de diviser, certains le trouvent toujours froid et oppressant, et d'autres admirent sa puissance et son honnêteté architecturale. Mais une chose est sûre, ce style qui voulait construire un monde plus juste n'a jamais cessé de faire parler de lui. Et vous, que pensez-vous du brutalisme? C'était une utopie ou un cauchemar architectural? Dites-le moi in commentaire. Se questo video ti è piaciuto, non dimenticare che puoi abbonarti al nostro canale YouTube, dove ogni settimana postiamo dei video che ti possono aiutare a migliorare la lingua e a imparare qualcosa di più sulla società e la cultura francese. Ti aspettiamo. A presto!